Samouraï MMA 13, let's go! Recap de la carte que j'ai pu regarder du début à la fin. Il y avait des combattants que je découvrais, qui sont déjà bien établis sur la scène locale et canadienne en général. Il y a des combattants qui faisaient leur début en professionnel. Il y a des combattants qui étaient là pour confirmer ou non. Carte super intéressante. Il y avait aussi des gros combats pour la ceinture, notamment Alain Majoric. Au centre /Puppy à Gatineau le vendredi 7 mars. Moi j'ai vu ça le vendredi sur UFC Fight Pass, sur ce canapé ici, chez moi, à la maison. On en parle tout de suite, let's go! Je prends pas mal de notes, c'est mon habitude pour les podcasts audio, pour ceux qui me connaissent sur Spotify ou Apple ou autre. Mais aujourd'hui c'est un recap vidéo, let's go! Alors les débuts de Camillo Aveyan. Alors la première question c'était, est-ce qu'il y a eu mismatch-up ou pas? Alors quand même, un peu ouais, il faut le dire, mais bon, comme je l'avais dit en preview, on va pas lancer un jeune professionnel dans un bourbier complet en pro pour son premier combat, pour ses débuts. On n'est pas là pour casser des adversaires, certes, on est là pour les lancer. Je trouve que l'opposition en face, c'était Garcia le Mexicain qui était à 0-2. Était pas forcément là, surtout à la défense de la lutte. Je trouve que dans les rounds 2 et 3, il a bien trop accepté les takedowns de Camillo qui étaient par ailleurs très bien timés. Moi, je trouve qu'il a super bien timé son double leg. Il a réussi à l'aplatir assez vite derrière. Même si son adversaire essayait de retourner en tortue, Camillo était très bien placé pour le mettre à plat sur son ventre. Quand son adversaire essayait de retourner en tortue, il grimpait bien sur le dos, il allait chercher derrière naked choke, etc. Bref, Camillo a fait les débuts parfaits. Alors lui, pour le coup, matchmaking, mismatch ou pas mismatch, à la fin de la journée, il a clairement fait le taf. Il est venu pour faire le taf. Je l'ai trouvé un petit peu prudent, limite, dans son premier, dans son deuxième, mais c'est complètement normal. C'est ses débuts en professionnel. Le gars veut bien faire. Le gars veut absolument gagner et le gars veut pas mettre de déchets dans son MMA. Donc ça, c'est quelque chose que j'apprécie beaucoup. Il a jamais rushé. Je l'ai jamais vu sauter les étapes au niveau du grappling, etc. Dans le deuxième round, ça a été facile. Il a fait un petit peu de stand-up, feinte, un double jab ou whatever. Et boum, shoot, takedown derrière. Ça a été assez facile. Quand il s'est retrouvé dos à la grille, dans le dos de son adversaire, il était capable de bien travailler aussi. Tout ce que Garcia faisait, le Mexicain, c'était essayer de retenir les mains de son adversaire pour essayer de ne pas se faire choquer au niveau du cou. Quand vous avez quelqu'un dans votre dos, la première chose à défendre, c'est les mains. Après ça, il y a d'autres choses à faire, essayer de retirer les crochets, d'avoir des mouvements de hanches, etc. Et ça, au niveau de Garcia, je trouve que ça a été un petit peu l'abandon à ce niveau-là. Donc, c'était un petit peu la petite déception sur ce combat-là, je vais pas vous le mentir. Dans le troisième round, Camillo s'est retrouvé en full mount dès la première minute. Les codes ont commencé à partir et puis là, on a senti que Camillo voulait vraiment finir. Il s'est vraiment déchaîné sur son adversaire. L'arbitre est arrivé à temps, ça a été un bon stoppage. Le gars se faisait rouler dessus de toute façon du début à la fin. Donc, bravo Camillo pour des débuts réussis. Au niveau du matchmaking, je pense qu'on va y aller doucement, petit à petit. On va le build up normal. Belle victoire de Camillo, vivement la suite. Le combat suivant, c'était Raph Ouellet face à Pulio. Voilà, les débuts de Pulio qui, pour moi, m'intéressait parce que j'ai entendu parler de lui en bien quand même. Je l'ai jamais vu se battre en amateur, ni en pro évidemment, c'était ses débuts. Et face à Raph Ouellet, pardon, justement, je me trompe à chaque fois entre les deux frères, je m'excuse encore. Raph, je me dis que c'était un bon matchmaking parce que, mine de rien, Raph Ouellet, il est quand même en négatif. Mais malgré tout, le gars est là pour faire le spectacle, généralement. Mais là, le spectacle n'a pas vraiment eu lieu du côté de Raph. Alors, je l'ai trouvé, oui, certes, très créatif depuis le dos, Raphaël Ouellet, mais en perdant, quoi. Bon, il a eu des tentatives de triangle, d'omoplata ou whatever depuis le dos. En MMA, ça peut être compliqué quand vous avez un adversaire qui est capable de vous garder bien flat. Et ça, Pulio l'a très bien fait. Dans le premier round, il a bien travaillé la lutte à la grille. Magnifique trip pour un takedown. Et après, ça a été très compliqué. Beaucoup de rubber guard de Ouellet, mais la rubber guard, ça peut être très passif. Et puis quand vous êtes passif, vous perdez tout simplement. Comme je disais, il a essayé d'être créatif, mais Pulio stackait fort son adversaire. Ouellet a réussi à mettre un triangle à un moment donné. Mais bon, sur le scramble, au final, derrière, Pulio se retrouve au-dessus à remettre un petit peu de ground and pound. Ça passait bien dans le deuxième round. Vraiment beau shoot en double leg sur un overhand de Ouellet qui est parti bien trop tôt. Ça a été le côté qui m'a gêné un petit peu sur le combat du côté de Ouellet, c'est que il a passé la majorité du round sur le dos, en dessous,
à perdre le premier round. Et le deuxième, bon, il envoie un gros overhand direct, pas préparé. Son adversaire a ducké et puis il est parti sur un takedown derrière. Pouliot, ça a été très bien fait aussi. Bon, Pouliot est reparti sur la rubber guard encore une fois. Pouliot, pardon, Weili. Et Pouliot, du coup, a voulu se relever. J'ai trouvé ça cool aussi. Hein. On est reparti direct sur un takedown, ça c'était bien vu derrière depuis la grille. Chasse au dos, hein, directement de Pouliot qui allait chercher directement le coup de son adversaire plutôt que d'essayer de vraiment garder le positionnel. Là, il a chassé la soumission directe. Je pense qu'il voulait pas repartir dans un deuxième, voire troisième round au-dessus de son adversaire où Weili joue de la rubber guard et essaie de jouer, passer des triangles, etc. C'est compliqué. C'est compliqué face à un gars créatif qui est sur le dos, hein, ça peut être dangereux, etc. Et puis ça peut être éreintant physiquement, ça peut être stressant et ça peut être risqué aussi. Donc du coup, dans le deuxième, pas pris de chance. Chasse au dos, chasse au cou, pardon, dès qu'il avait eu l'opportunité d'avoir le dos et puis ça a été terminé assez vite fait. Victoire dominante, hein, clairement, de Pouliot. Début très réussi, bravo à lui. Olivier Poisson face à Banuelos, mexicain, qui était en record négatif aussi, hein, 2-3. Et lui, Olivier Poisson, qui rentre à 2-0, me semble-t-il, dans la cage. Au moment de cette carte Samouraï MMA 13. Et ça a été du Olivier Poisson, maintenant, je peux le dire parce qu'avant, je parlais de lui avec un MMA plutôt complet, mais là, ça fait plusieurs fois que je le vois, genre vraiment doué, hein, clairement, dans la lutte à la grille pour amener son adversaire au sol. Très très bon en positionnel, ça en MMA, c'est très important. Hein. Si vous êtes plutôt grappleur, il faut être capable de garder la position dominante et ça, Olivier Poisson a été très bon là-dessus. Je sais qu'à la fin du combat, il était déçu de sa performance. Je ne sais pas forcément pourquoi, parce que clairement, ce qu'il a voulu faire, il l'a fait. Clairement, ce qu'il a voulu faire, il l'a réussi. Et le but qu'il avait à la fin, a été atteint. Donc, je ne sais pas pourquoi tu es si déçu que ça, Olivier. Peut-être tu aurais voulu faire ça plus vite. Peut-être tu aurais voulu que ce soit plus impressionnant, je ne sais pas. Mais en tout cas, au niveau tactique, ça a été réussi pour moi de A à Z. Alors encore une fois, comme je le disais, son adversaire, record négatif, est-ce que c'est vraiment du très bon matchmaking, etc. C'est pas parfait. Mais Olivier, on le match-up petit à petit. D'ailleurs, il a call-out, il me semble-t-il, Mitch Stratzella, qui a signé un contrat chez Samouraï il n'y a pas longtemps d'ailleurs, multiples combats me semble-t-il. Et Mitch Stratzella qui aime bien boxer. Ça peut être intéressant parce que est-ce que Olivier Poisson est capable et a envie d'aller boxer avec lui, ou alors il veut juste le call-out parce que c'est un boxeur et puis au final il va le grappler, l'amener au sol, etc. J'avais beaucoup aimé le combat de Stratzella, notamment dans le premier round contre Majorix. Ça avait été vraiment un round de zinzin. On s'était fait plaisir, mais je m'écarte un petit peu. On va revenir au combat d'Olivier Poisson face à Banuelos, le Mexicain. Vraiment, les 3 rounds surlutés. Voilà, le Banuelos s'est fait out-wrestle à 100%. Olivier était capable de prendre le dos à plusieurs reprises et de chercher cette rear naked choke tout du long. Ça a été du 20-18 et du 30-18. Vraiment, ça a été un game plan appliqué du début à la fin, tout simplement. Genre vraiment, préparer les shoots, finir les shoots, garder le positionnel, chasser le coup. Voilà. Depuis la grille, depuis le milieu, peu importe. Que ce soit des fake shoots, que ce soit des entrées avec un fake double jab, peu importe. Chaque fois, il a réussi à rentrer dedans, aller chercher un body triangle ou aller chercher le double leg. Un body lock, pardon, ou aller chercher un double leg. Il a réussi à le faire à chaque fois. Ça s'est bien passé pour lui. Bon, il insistera jusqu'au 4e round. Il passera finalement sur un naked choke. Voilà, une classique que j'ai déjà vue, qu'on l'avait vu contre Ion Cotabella ou whatever, je massacre son nom, l'élève de Matchenikour. Je pense qu'il était déçu parce qu'il aurait voulu finir plus tôt, mais voilà, classique, facile, easy, on to the next one. Mehdi Zaidvan face à Nguyen. Alors ça pour moi ça a été un combat vraiment bien disputé, ça a été agréable à regarder parce qu'il y avait du back and forth entre les deux. Il y avait du striking vraiment insistant de la part des deux côtés. Nguyen a été très tough, vraiment. J'avais donné le statut de vétéran et je pense qu'il le mérite parce que il a donné un combat de dog vraiment contre Mehdi Zaidvan qui est dangereux de par la puissance de sa potentielle main arrière. Alors certes, oui, il est plus lutteur, mais il s'en sort bien. Nguyen a passé beaucoup de calf kicks, je pense que ça l'a gêné. Zaidvan avait l'air beaucoup plus gros que lui en plus à la fin de la journée. Zaidvan cherchait beaucoup le gros coup sur des 1-2. Il est resté patient, je trouve. Et il a été aussi patient pour aller shooter. Hein. C'était pas vraiment genre pure lutte. Ça a été intelligent la façon dont la lutte de Mehdi Zaidvan a été apportée. Hein, vraiment attendre que lire son adversaire, lire un petit peu son striking, sentir le jab arriver, shooter, ducker, shooter
changer les niveaux, shooter. Vous voyez ce que je veux dire. Et bon, ça s'est bien passé pour lui dans ce premier round, mais c'était vraiment serré, je trouve, entre les deux. Dans le deuxième round, je trouve que Zaidvan cherche toujours la main arrière. Nguyen pousse à la grille, hein, vraiment. Hein. Après, Zaidvan strike beaucoup en ligne, du coup, ça donnait la possibilité à Nguyen de circuler, sortir droite-gauche. Mais c'était toujours disputé, même dans ce deuxième round. Nguyen se mettait plus en danger quand il était dans la poche, on sait bien, hein, je vous l'ai dit. Hein, les mains de Zaidvan peuvent être très dangereuses, il y a du knockout power là-dedans, je vous le dis. Nguyen est toujours dans le rythme, mais quand il pousse, ça manque peut-être un petit peu de percutant. Zaidvan en profite pour striker avec parcimonie et puis scorer des points dans le troisième round. On a eu des beaux 1-2 de Nguyen pour pousser contre la grille. Par contre, je trouve qu'il restait un petit peu trop planté devant Zaidvan quand Zaidvan justement rentrait dans sa zone. Il faut essayer de sortir à droite, à gauche, reculer en ligne. C'est pas forcément si bon que ça. Il y a la grille derrière, faut faire attention. Mais il faut bouger, il faut pas rester planté devant. Et ça, Nguyen l'a un petit peu fait dans le troisième. C'était un petit peu compliqué. Beau crochet au visage, pardon, de Nguyen suite à un takedown de Zaidvan. Là, il partait sur un takedown, il est tombé, il est parti vers le bas. Bam! Et Nguyen lui en a mis un petit qui est passé ici. Je pense qu'il l'a senti passer, mais il l'a mangé sans problème. Donc c'était intéressant. Enfin voilà, combat plutôt solide de la part de Mehdi Zaidvan avec une bonne opposition en face. Donc voilà, comme je vous l'ai dit, hein, chez les featherweight, depuis le départ de Duprat, il y a une nouvelle dynamique, ça peut être intéressant. La suite pour Zaidvan, on verra ce qui se passe. Alors, Santos versus Blais. Alors, celui-là, c'était super intéressant parce que Isaac Blais, il a eu un retour maintes fois repoussé. Je pense qu'au final, il a eu une espèce de ring rust de quasiment 1 an et demi. Hein, donc, c'était un peu compliqué. Je crois qu'il a eu des galères de blessures, des combats annulés, etc. C'était pénible, je pense, pour lui, cette petite période. Et puis, on le remet en plus directement dans le bain contre un gars qui a quand même des finishes. Sur toutes ses victoires, c'était que des finishes. Diego Santos, le Brésilien, donc props à lui de prendre ce combat-là. Je pense qu'il voulait absolument se battre no matter what, donc ça, on aime beaucoup vraiment l'attitude. Santos était très agressif d'entrée hein, sur des gros 1-2. Blais, je trouve qu'il paniquait pas, il circulait bien, ça c'était bon. Les counters de Blais étaient plus dangereux. Hein. Alors, Diego Santos était un petit peu plus peut-être entreprenant sur l'offense. C'était lui qui voulait commencer le striking, qui voulait dicter le pace. Mais Blais a été un peu plus précis, je trouve, dans les counters et dans le striking au final. Et c'est ça qui a pu mettre fin au combat de façon, on va dire, limite prématurée, hein, parce qu'on était dans le premier round. Premier gros counter en crochet, comme je vous l'ai dit, sur une entrée de Santos. Et puis derrière, il a continué. Parce qu'il a vu que ce crochet avait clairement atteint Santos. Il a continué derrière, il en a passé 1 ou 2 ou 3 au passage. Ça poussait contre la grille, c'était compliqué. Bon après, il a décidé de l'emmener au sol. Ça peut paraître bizarre parce que je pense qu'il avait les facultés, les possibilités de finir son adversaire debout. Mais ça a été très smart parce que son adversaire était plus vraiment là. Surtout qu'il a enchaîné avec des coudes derrière vraiment au sol direct, assez vite. L'arbitre est vite intervenu parce que je pense que Santos était encore un petit peu sonné au sol. Il n'a pas su très bien défendre, il en a pris trop et puis l'arbitre a arrêté. Magnifique retour de Blais. Bravo pour lui, 3-0, 3 finishes. Moi, ce que je disais, c'est qu'il faut rebook ce fight contre Karim Gargamel Nguyen. Yohan Lainez, beau combat. Tout simplement, j'ai rien à dire parce que, j'ai beaucoup de choses à dire. J'avais trouvé son retour à Samouraï MMA vraiment encourageant, on va dire ça comme ça. Parce que, comme il l'a avoué, moi je trouve que ça a été la catastrophe à Toronto face au UFC. Face à Patterson où il s'était fait choquer vite dans le premier round. Coupé du UFC. Après, on se rappelle tous du drama avec Samouraï MMA, coupé de son poste de commentateur, coupé son contrat, etc. pour un combat de boxe à côté, blablabla. Il a fait une partie de son mea culpa, donc déjà props à lui pour ça, et props à lui pour son retour de combat, et puis props à lui pour ce combat-là face à Paterchuk. Hein. Kinan, me semble-t-il de son nom, un autre Canadien. C'est sûr que il est costaud, et puis il y en a là-dedans. Il y en avait avant là-dedans, mais là il y en a encore plus. Sacré bonhomme. Premier round, je trouve que Lainez est clean dans ses replacements, qu'il a des bonnes entrées-sorties sur cette strike, ça j'ai trouvé ça pas mal. Alors que Paterchuk, lui, cherchait la solution en ligne avec des crochets, c'était pas très joli, je vous l'avoue. Et derrière, il cherchait la lutte à la grille parce qu'il trouvait pas la solution face à Yohan Lainez. Yohan envoyait de bons jabs, hein, ça marchait bien. Il était propre sur ses entrées-sorties, comme je le disais. Par contre, dès qu'il sort de sa discipline, Yohan, que ce soit au niveau des footwork, des déplacements ou alors un petit coup parasite,
Paterchuk en profite et essaye d'aller lutter à la grille. Voilà, par contre, je l'ai trouvé un petit peu trop pâteau sur ses appuis, vraiment genre... voilà, pas super fou, un peu lent, un peu pâteau. Voilà, je sais pas si vous comprenez. Anyways, Lennes était plus fluide, vraiment. Hein, il a passé un magnifique sale body kick qui a fait très mal à Paterchuk. Il s'est retrouvé esselé contre la grille. Lennes a commencé à monter un petit peu le rythme, mais il sentait qu'il allait pas forcément finir, donc il a pas lâché tout le gas tank. Très bien vu, intelligent, gagné. Pas perdre, et ça il l'a bien fait. Deuxième round, Paterchuk débute le round en mode vraiment sloppy. Lennes reste calme et jab, lui de son côté, il a poussé à la grille et puis le fameux crochet qui est passé, qui a complètement atomisé. C'est simple, hein, son adversaire était vraiment un petit peu sloppy, mais l'exécution était parfaite de Lennes, donc pour ça, props à lui. Cool KO, méga KO, qu'est-ce que je raconte? Et KO de la soirée, tout simplement, ça c'est sûr. Gros faceplant de Paterchuk derrière, bonhomme était plus là quoi, voilà. Plus de son, plus de lumière, terminé, bonsoir Lennes. Très content de son KO, bravo à lui. Ça monte tranquillement et puis de toute façon le shot pour la ceinture va vite venir pour Lennes, je pense que c'est tout à fait logique. Alex Morgan face à Cruz. Ok, mea culpa. J'ai été langue de chien face à Cruz parce que je le connaissais pas et puis j'ai douté du matchmaking. Et le matchmaking était très bien. Voilà, boum. Quand je me plante et quand des fois je me plains du matchmaking à raison, hein, même si c'est pas facile, je le sais, de trouver les bons combattants hein, à un bon niveau dans des ligues régionales. Je le sais que c'est pas facile et de faire combattre les meilleurs contre les meilleurs. Je le sais que c'est pas facile, mais des fois c'est abusé, voilà. Et là, j'ai été mauvaise langue et puis j'ai dit que c'était abusé alors que c'était pas abusé du tout parce que Adam Cruz est venu pour en fucking découdre avec Morgan. Ça a été une vraie plaie au niveau du grappling, de la lutte et le mec a absolument pas eu peur de rentrer dans le striking de Morgan. Même si Morgan a été mis en difficulté, qu'il a jamais été vraiment mis en danger, hein. Je vais le dire comme ça, mais il a été mis en difficulté. Au niveau du grappling, on va dire que au niveau de la lutte, hein, des shoots, et de le mettre sur son cul, de l'amener au sol, Adam Cruz a été une vraie plaie pour Alex Morgan. Maintenant, Morgan a été beaucoup plus précis, entreprenant et impactant au niveau du striking. Vraiment, c'est lui qui a mis les coups qui faisaient mal, qui a mis le plus de coups, qui ont plus connecté, qui sont plus passés. Il a plus touché que son adversaire. Le rythme était assez fou, donc le rythme s'est un petit peu affaissé à partir du milieu du deuxième round jusqu'à la fin du troisième, mais Morgan a toujours été là. Hein, franchement, on l'a vu envoyer des belles combinaisons avec des crochets vraiment rapides. C'était fucking nice, celui-là, je l'ai bien aimé. Hein, même quand il était genre un petit peu une Deep Waters, Morgan, dans le sens que la cardio était un petit peu plus dure, eh ben, il était là. Il montrait de l'offense, il montrait de la hargne, il montrait l'envie de taper sur son adversaire. C'est pour ça qu'on l'aime aussi. Dans la poche, Cruz swingait aussi. Ça, par contre, dès qu'il mettait le délire un petit peu plus sale, Cruz dans le striking, ça mettait un petit peu Morgan un petit peu plus en danger que quand il était à la distance et il pouvait toucher son adversaire, rentrer une combi, sortir. Voilà. Ça, il le faisait très bien et il a complètement dominé son adversaire pour ça. Et c'est ça qui fait que je pense qu'il a gagné 29-28, quelque chose comme ça. On a eu des scrambles en lutte aussi. Hein. Ça, Morgan, j'ai bien aimé parce que même dans les moments dans le troisième où il était vraiment fatigué, il y a des moments où les deux adversaires allaient au sol avec des séquences de dogfight avec genre un underhook et un whizzer, etc. Morgan réussissait à faire le tour de son adversaire, remonter par-dessus, etc. Vraiment dog moments. Fin de troisième round, quand vous avez un rythme comme ça, qui ne serait pas un minimum impacté physiquement. Voilà, beau combat d'Alex Morgan. Il le disait au micro. J'aime pas les combats faciles, clairement, ça se voit encore une fois. Hein. Tu l'as aimé ce combat-là et il était pas facile, merci. Danny Mallet. Bon, Danny Mallet qui, comme je l'ai dit, pour moi, force le respect en tant que combattant, en tant qu'être humain aussi. Parce que c'est un gars qui travaille fort, c'est un gars qui se bat un petit peu partout au Canada aussi. Hein. Il s'est battu chez BFL il y a pas long. Il aurait dû gagner la ceinture parce qu'il a gagné le combat. Et puis chez Samouraï, il a gagné la ceinture contre Jonathan Ramsey, où il a fait 5 rounds. Hein, voilà, il était underdog et à la fin, il l'a KO. Enfin voilà, ça c'était assez épique comme moment quand même. Donc il avait une ceinture chez Samouraï, il a lâché sa ceinture chez Samouraï, parti ailleurs chez BFL, essayer d'en gagner une autre. Et là, il revient chez Samouraï. Jordan Mein. Et je le connaissais pas et fuck man, il était bon. L'expérience de tous ces combats a clairement parlé dans la cage au centre / Puppy à Gatineau. J'étais impressionné par certains moves de la part du combattant, c'était très bon. Mallet était en dessous de son adversaire. Tactiquement, techniquement parlant, au niveau du... Enfin bref, c'était plus fort du côté de Mine ce soir-là.
Premier round, il y a eu quelques exemples de jab et de strike au milieu du mat. Main a lancé des overhand sans lutte. Alors là, pour le coup, lancer des overhand comme ça, pas vraiment préparé, moi, ça me met un petit doute sur le niveau du combattant. Mais par contre, dès que Mallet se retrouvait à la grille, Main lançait des bombes, quoi. Et puis là, ça devenait dangereux pour Mallet, qui est déjà passé par ce genre de situation. Ça swingait beaucoup. Mallet est parvenu à un moment donné à sortir de la grille parce qu'il s'est retrouvé beaucoup d'eau à la grille, donc il était en situation d'agresser, j'ai envie de dire, mais Main repoussait directement à la grille derrière. Dans le deuxième round, Main poussait toujours direct à la grille, par contre avec les mains un peu écartées, donc je trouve qu'il y avait peut-être de la place pour passer un counter, etc., etc. Main a changé les niveaux, placé des coups au corps. Mallet s'est recroquevillé, ouais c'est ça, vraiment contre la grille comme ça. Ça a été un peu compliqué. Main a réussi à un moment donné, quand on s'est séparé de la grille, à faire un magnifique... C'était tellement beau, le genre Mallet qui envoie un coup et Main qui fait un duck under pour aller passer prendre le dos, connecter les mains derrière pour aller avoir un body lock derrière le dos de son adversaire. Mais il a switché sur un high crotch entre les jambes de son adversaire, il l'a soulevé, il l'a balancé. Bon, il y a eu un petit scramble, mais bon, il a réussi à garder Mallet en tortue, puis aller chercher une guillotine. Vraiment, il l'a lancé, c'était magnifique. Incroyable ce move, franchement, move of the night. Je disais que le KO de l'ENS était KO of the night, mais le finish of the night, techniquement parlant, celui de Jordan Main était magnifique et mieux. C'est dur pour Mallet parce qu'il était vraiment sur une ascension là, et là, ça met quand même un stop sur genre, ouais, il y a un niveau qui était quand même au-dessus, dur. Par contre, Main, je veux le revoir direct à Samouraï MMA. Samouraï, ramenez-le à nouveau, s'il vous plaît. Bon, je vais vous parler de Majoric, j'ai plein de notes, mais j'en ai pas besoin. J'en ai pas besoin. Pourquoi? Parce que, hommage à Alain Majoric, voilà, direct. Je l'ai vu à chaque fois, je pense quasiment à Samouraï. En live, je l'ai vu plusieurs fois. Et j'adore son côté dog. Et là, son côté dog est fort. Il était présent, clairement, contre Maxime Soucy, qui a eu toutes les difficultés du monde à rentrer dans la zone pour pouvoir faire parler son striking. Ça a été très, très compliqué pour Maxime Soucy face à Alain Majoric qui était un petit peu plus petit au niveau du reach aussi, une allonge un peu moins grande que Soucy, mais qui n'a eu aucun problème à gérer la morphologie de son adversaire de par un game plan exécuté à la perfection. Beaucoup de shoots, time les takedowns au bon moment, garder Soucy sur son dos. Même quand Soucy réussissait à partir vers la grille, se relever, etc. Je vais quand même prendre mes notes, excusez-moi, j'ai pas envie de dire de la merde. Ça a été compliqué pour Soucy et ça a été parfaitement exécuté pour Majoric. Je pense qu'il a gagné 4 rounds à 1, me semble-t-il, minimum. Je trouve que Soucy, même s'il essayait de pousser à la grille, ça manquait un petit peu de volume. Alors c'est sûr, il commençait à envoyer des kicks, il a envoyé beaucoup de kicks quand même. En fait, sur le combo complet, des middle kicks avec sa jambe arrière qui arrivaient sur Majoric, mais qui ne l'ont pas, vraiment pas, absolument pas brisé. Voilà les coups au corps, quand vous en envoyez 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 par round, vous espérez qu'à crédit, ça finisse par payer. Tout simplement, et que votre adversaire soit plié en deux, plus capable de gérer son corps et plus de physique, tout simplement, et se fasse finir. Avec Majoric, absolument pas. Non, il en a reçu quelques-uns, mais ça n'a pas été un problème pour lui. Et je pense aussi que ça manquait un petit peu de rotation, vraiment de full swing et de puissance pour aller donner vraiment le coup qui fait mal. Oui, il y a eu des coups qui sont passés, mais là, on était plus dans du touche-touche que vraiment des coups qui font vraiment mal. Bon, après, Majoric me dira peut-être le contraire. Il y a eu des bonnes préparations de mid-kick de Soucy. Par contre, dès que le kick est mal préparé, Majoric finissait ça sur un takedown, quoi. Quand vous le voyez arriver, vous pouvez le catcher. Ou alors quand votre adversaire n'est pas forcément bien équilibré sur un kick, pour aller chercher les jambes pour un takedown, etc., c'est bien plus simple. Ça donne de la place pour un body lock aussi. Ça donne de la place pour aller chercher le bas des fesses, un single, un double. Bref, c'était festin pour Alain Majoric à ce niveau-là. Il s'est régalé là-dessus.
Même, et Souci pourtant essayait à tous les rounds hein, d'essayer de pousser à la grille pour kicker. Mais il était un petit peu plus hésitant, comme je vous le dis, après tous ces takedowns. Et en plus, il mangeait beaucoup de counters sur ses entrées, quoi, parce que ça manquait un petit peu de head movement aussi et d'entrée avec des angles. Du coup, il a mangé pas mal de bons jabs de Majoric qui mettaient pas mal de puissance là-dedans aussi. Il y avait un petit peu de sang à la fin sur le visage de Souci. Majoric avait plus d'impact aussi dans la zone, hein, sur les échanges, dans le volume, sur les combinaisons, sur la percussion des strikes. Mais encore une fois, Souci poussait toujours, plaçait des kicks. Sale inside leg kick de Majoric, il a mis beaucoup de low kicks aussi qui ont fait plaisir. Et dans le quatrième, là, je trouvais que Majoric était un petit peu plus sur le pied arrière, mais encore une fois, ça marchait en counter. Hein, et au final, il passait toujours un shoot. Il réussissait des single legs, des doubles. Il les passait dans tous les fucking sens. Ça marchait bien pour lui. Et dans le cinquième, Alain taf et passe direct le takedown proche de la grille. Souci se relève vers la grille, etc., etc. Et rebelote, et rebelote, et rebelote. Victoire de Alain Majoric. Le nouveau champion des bantamweight chez Samouraï MMA, combien c'est mérité pour ce mec? Je crois qu'il est à 4-0, 35 ans, félicitations à lui, respect à ce gars-là. Voilà. Par contre, bravo aux deux, hein. Bravo aux deux pour avoir tenu un rythme comme ça sur 5 rounds. 5 x 5, chapeau les bonhommes parce qu'il n'y a pas eu vraiment de moment où les gars ont abandonné les mains en bas, j'en peux plus, je strike plus et puis on se regarde et puis on envoie un jab à toutes les 2 minutes. Non, les bonhommes étaient là. Fucking respect à vous deux les gars. Bon, et puis parlons du main event aussi. Darian Wicks qui, entre guillemets, s'est fait battre par Yohan Lennes. Américain, voilà, il s'est battu dans plusieurs ligues. LFA, UFC, Shamrock FC. Il me semble que c'est ça. Il y a pas mal de choses à dire parce que, premier constat, c'est oui, le blanc a gagné. Voilà. Oui, le blanc a gagné. Il a gagné de façon légitime aussi, hein, tout à fait légale. Pas vraiment de... il y a des gens qui voudraient en débattre, mais je vais vous expliquer pourquoi il n'y a pas de débat. Il a gagné. Point barre. Mais, il a gagné, mais il a gagné les 2 premiers rounds. Voilà. Wicks a gagné les 2 premiers rounds. Le blanc a eu du mal à gérer la lutte très chiante. Chiante à regarder, oui, mais chiante à gérer aussi, je pense, parce que c'est dur d'avoir un adversaire qui veut nullifier le combat. Si quelqu'un veut pourrir le combat, l'en empêcher, c'est compliqué. Parce que faire de la lutte pour nullifier son adversaire, c'est beaucoup plus simple que faire de la lutte pour amener son adversaire au sol. Parce que si tu veux amener ton adversaire au sol en luttant à partir de la grille, ça prend beaucoup de travail, ça prend des descentes de niveau, ça prend de passer d'un single à un double, essayer de connecter les mains. C'est énormément de travail. C'est compliqué pour l'adversaire à gérer, mais ça laisse aussi des ouvertures. Hein. Sachant qu'on fait des mini changements, ça laisse toujours un petit peu d'espace pour bouger, etc. Là, si votre adversaire veut juste absolument vous garder contre la grille et puis envoyer 1 ou 2 coups de temps en temps et puis genre prétendre qu'on va essayer un takedown mais c'est 1 minute de préparation pour rien au final, c'est fucking chiant à gérer et c'est très compliqué à gérer aussi. Donc, je peux pas en vouloir à Leblanc hein, d'avoir été en galère face à cette situation. Wicks, est-ce qu'on peut lui en vouloir? Je sais pas, hein, écoutez. Il a passé le premier takedown après un catch kick, donc ça c'était très bien vu de la part de l'Américain. Wicks travaillait dans sa full guard. Blanc avait les hanches bloquées vraiment contre la grille. Wicks passe un petit peu de ground and pound. Le blanc se relève, on finira le round à la grille. Voilà, ça c'est le deuxième, sera un petit peu près pareil. Hein, le blanc presse à la grille, mais se fait encore catch kick. Je pense que son coin est en train de lui dire de faire attention avec les kicks. Wicks shoot à la grille, le blanc pose, peine à mettre des genoux. Enfin voilà, c'est un peu compliqué. Le blanc tentera même un takedown dos à la grille avec son adversaire qui lutte sur lui, tellement il était tanné, je pense, de cette situation. Bon, il y aura une petite courte séquence brève avec une combi à l'avantage de le blanc qui finira quand même sur le dos après un bref takedown encore une fois, mais round, je pense, à l'avantage de Wicks. Ça a été très chiant. Le troisième, ça partait dans le même délire. Il y avait des moments, il arrivait ça par exemple, ça me saoulait un peu pour le blanc. Genre, depuis le milieu du round, juste depuis un 50-50, il arrivait à l'amener comme ça jusqu'à la grille. Peut-être physiquement, c'était compliqué pour le blanc aussi. C'est un peu gênant de se laisser amener comme ça à la grille, quoi. Parce que tu sais ce qui t'attend derrière, il va te faire galérer l'autre, là, vouloir complètement nullifier le combat. Donc, il y avait peut-être d'autres choses à faire à ce moment-là. Mais
Il y avait une autre chose à faire à ce moment-là et fuck man, il l'a fait. Le blanc cherche même à enclencher la lutte, hein. Il s'est fait retourner trop facilement. Comme je vous le dis, il y avait un peu de désespoir quand même, hein, qui se montrait du côté de Leblanc. Les mid-kicks semblent être la solution tant ils font mal, hein, mais ils ne passent pas forcément à 100%. Par contre, à un moment donné, quand c'est passé quoi. Il y en a un qui est passé, un kick qui est passé à 100% et lui il a fait très mal, hein, qui est arrivé ici je pense dans les organes de Weeks. Il s'est retrouvé contre la grille pliée. Le blanc, il a continué à essayer. Après, on est passé sur une phase de clinch et Weeks avait la tête un peu basse. Et puis le blanc, magnifiquement bien, lui a envoyé boum, un genou pleine tête, vraiment pleine tête. C'est arrivé au niveau de l'arcade, mais je pense que ça a dû frotter aussi sa pommette sur le moment parce que voilà, il a survécu dans la dernière minute, Weeks, on sait pas trop comment, hein, parce que ça a commencé à pisser le sang et puis on voit la caméra derrière, genre une ouverture, vraiment un beau cut, magnifique ici, vraiment là c'est, vous aviez le grand canyon, puis là vous avez l'impact de l'astéroïde des dinosaures ici, quoi, qu'il avait sur la pommette, quoi, c'était une croix de pirate qu'il avait sur la gueule, donc l'arbitre lui dit non. Le docteur lui dit non, c'est pas possible. Alors, et Weeks était fâché parce qu'il était clairement encore dedans. Et à 100%, il était dedans encore, mais la cut était tellement grosse, quoi. C'est sûr, il se reprenait un coup derrière. C'était les chutes du Niagara, quoi. Donc, là, le docteur a bien fait et Blanc s'en est très bien sorti sur un éclair de striking. Comme quoi, le coup qui fait mal peut tout changer. Hein. À 100%, là, ça a été un coup au corps qui a plié Weeks. Et derrière, il s'est retrouvé sur une séquence de clinch, les deux. Bam! Terminé. Bonsoir. Champion. Bon, je vous ai donné mon avis sur les 2 rounds. Hein. Puis là, je l'ai vu vraiment depuis ma télé, depuis mon canapé. Parce que quand je vais voir les événements sur place, je filme, je regarde, etc. Et je kiffe, tout simplement parce que j'ai le droit de kiffer aussi. Donc là, je l'ai vu vraiment bien. J'ai vu les combats vraiment bien. Donc ça me donne aussi, je l'avais vu comme ça pour la bataille du Nord aussi. Ça me fait plaisir d'avoir une autre perspective. Maintenant, bon... Comme tout le monde, hein, y a des rounds qui se sont passés, il y a eu des apprentissages qui seront faits. Voilà. Ma belle carte de samouraï quand même. Hein. Belle carte de samouraï, je vais pas le mettre sans dessus-dessous. Des débuts réussis pour ceux qui faisaient leur début. Un retour réussi pour ceux qui faisaient leur retour. Une continuation réussie pour ceux qui continuent. Voilà. Et puis des hard stops aussi. Et puis des concrétisations. Voilà. Bravo à Majoric. Je sais qu'il continue, hein, il est encore dans la force de l'âge, il est à fond le gars, genre à son pic, il est chaud, il est bouillant, donc hâte de la suite pour lui, mais déjà c'est une belle concrétisation de carrière. Puis bravo à Leblanc qui malgré tout dans la galère, dans l'adversité, dans le moment de la défaite, parce qu'il était en train de perdre, et ben voilà, un petit moment à la Rocky comme ça, là c'est aussi ça le sport, c'est aussi ça la bagarre, c'est aussi ça le MMA, des retournements de situation et il y a moyen de le faire. Comme j'ai dit, hein, jamais vraiment en danger mais en train de perdre. C'est ça. On se retrouve très bientôt pour notre passion de la violence tant elle est consentie, consentante, encadrée. Hey, I'm not surprised, motherfuckers.